Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de la série Un été avec Mathieu Ricard. Je suis Oriane de Karuna Setchen, l'ONG fondée par Mathieu Ricard, et je vais vous accompagner tout au long de cet été. Karuna Setchen agit et plaide pour un monde plus altruiste. En 2021, c'est 446 000 personnes accompagnées en Inde et au Népal. Aujourd'hui, nous allons parler de la cause animale. En effet, aujourd'hui, la cause animale est au cœur du débat. Actuellement, c'est plutôt de souffrance animale dont il s'agit. Les chiffres sont effrayants. 1380 milliards d'êtres sensibles ont été tués en 2018 pour alimenter les humains. En termes de volume, comparé à la population humaine, ça serait comme tuer 7,6 milliards de la population mondiale humaine. Cela signifie qu'il y a 3,8 milliards d'animaux tués chaque jour et 183 animaux tués par an et par habitant. En France, ce sont plus de 8 animaux sur 10 qui sont élevés en élevage, dans un système dit standard, c'est-à-dire en cage ou entassés dans des bâtiments, des enclos, des bassins, sans aucun accès à l'extérieur. Pourtant, des textes de loi censés protéger les animaux existent, mais ne sont pas respectés. Enfin, en France, il y a 170 000 élevages et 960 abattoirs, qui sont les principaux lieux de la souffrance animale en France. Il existe déjà des lois, des réglementations qui permettraient de réduire cette souffrance animale, mais elles ne sont pas respectées. Cela dit, nous assistons actuellement à un véritable éveil des consciences, et beaucoup de gens ne tolèrent plus la manière dont sont traités les animaux. C'est pourquoi le nombre de personnes végétariennes ou véganes va croissant. La situation animale actuelle nous fait nous poser beaucoup de questions. Comment faire pour faire respecter la loi? Comment faire pression sur ces élevages? Comment, moi, en tant qu'individu, je peux changer les choses? Est-ce que ça a un véritable intérêt que moi, je change mes habitudes de consommation, par exemple? C'est autour de ce genre de questions que vont discuter nos trois intervenants du jour. Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214, Hugo Clément, journaliste et écrivain, et Mathieu Ricard, moine bouddhiste, photographe, écrivain et scientifique, vont nous donner des clés afin de nous inspirer, de nous entraîner au changement et de nous engager. Donc première question, petit tour d'horizon de la situation actuelle. Où en est-on de la considération animale aujourd'hui? Quelle est la situation actuelle? Brigitte Gauthier. La situation pour les autres animaux n'a jamais été aussi dramatique qu'aujourd'hui, de par le nombre d'animaux qui sont aujourd'hui utilisés par les êtres humains. Alors quand je parle de utiliser, c'est-à-dire qu'on les fait naître, on les fait grandir, on les tue notamment à 99%, pour 99% d'entre eux pour les manger. Donc vraiment une situation tragique, dramatique pour les animaux, avec des conséquences aussi sur l'environnement, sur la santé publique, sur des questions sociales aussi, sur les conditions de travail, de revenus des éleveurs, des ouvriers dans les abattoirs, ramasseurs de volailles, etc. Donc vraiment un tableau très très sombre de la question animale aujourd'hui, et en même temps une prise de conscience forte, une attente sociétale très forte, beaucoup de concitoyennes, de concitoyens qui ont envie que ça change. Alors un peu, beaucoup à la folie, quelques-uns pas du tout, mais ils sont vraiment minoritaires. Mais il y a vraiment une volonté très forte de ne plus provoquer le malheur des animaux. Et pour certains, ça passe par la cohérence de ne plus les consommer ou plus consommer leurs produits. Pour d'autres, c'est par étape aussi de se dire on pourrait quand même au moins les mettre dans des situations aussi pénibles pour eux, consommer moins, changer les conditions d'élevage pour que ce soit moins pire pour eux. Et là, on voit qu'il y a des avancées notamment déjà chez les citoyennes et les citoyens, avec beaucoup de changements d'habitudes alimentaires notamment, ou d'habitudes d'achat. Dans les entreprises aussi, avec des engagements à plus ou moins brève échéance sur un certain nombre de critères pour faire reculer le malheur des animaux. Par exemple, ces entreprises qui sont engagées à ne plus utiliser d'œufs de poule élevés en cage de batterie, ou d'utiliser des poulets élevés dans les pires conditions d'élevage ou d'abattage. Et puis des entreprises qui proposent de plus en plus d'alternatives à la consommation des animaux. Donc on voit, en plus des pois chiches et des lentilles qu'on peut très bien consommer très facilement et
a l'habitude de consommer. Aujourd'hui, on nous invente des steaks, des saucisses, tout un tas de trucs qu'on peut cuisiner en 2 secondes très facilement sans causer de tort aux autres animaux. Et puis là où ça bloque le plus, mais pas partout, mais en tout cas sur la représentation nationale au niveau des parlementaires, au niveau du gouvernement, un blocage encore assez fort sur la condition animale. Aujourd'hui, on réussit à avoir des déclarations comme quoi le bien-être animal, c'est important, qu'il faut en tenir compte. On a des annonces, mais on n'a rien de très concret aujourd'hui. Alors, l'un des principaux problèmes, c'est quand même le système, notamment au niveau des abattoirs, parce que c'est un système qui est particulièrement opaque. Comment finalement expliquer ça, Hugo Clément? Ce qui explique qu'aujourd'hui, on tolère encore collectivement, en tant que société, en tant qu'espèce, des maltraitances qui sont tout simplement inacceptables quand on en est témoin. Je veux dire, ce qui se passe dans les abattoirs et dans les élevages, si ça se passait devant nous, on interviendrait. On ne trouverait pas ça normal. On voit ce qui est en train de se passer. Et le fait qu'on continue à tolérer ce système de production industrielle de viande et de poisson, c'est que ce sont des choses qui sont cachées. L'opacité du système d'élevage industriel, d'abattage industriel, est un système qui est volontairement opaque. Et beaucoup de parlementaires qui ont travaillé sur ces questions, y compris des gens qui ont mené des commissions d'enquête parlementaires, nous ont expliqué que c'est très difficile déjà de savoir où sont les abattoirs, par exemple. Il n'y a pas de panneau d'indication qui disent l'abattoir est ici. On peut passer 10 fois, 15 fois, 30 fois devant un abattoir ou à proximité d'un abattoir sans savoir que l'abattoir est ici. Et donc, l'organisation de ce secret et de cette opacité autour du sort qu'on réserve aux animaux dans l'élevage industriel et dans les abattoirs est une organisation volontaire qui a pour but de prolonger un secteur d'activité très important en termes de chiffre d'affaires, en termes de retombées économiques. Les industriels de la viande savent très bien que s'il y a des caméras qui filment en direct dans tous les abattoirs et que ces images sont accessibles à tout le monde, et qu'il y a des caméras qui filment en direct dans tous les élevages industriels et que ces images sont accessibles à tout le monde, ils savent très bien que le niveau de consommation de ces produits chutera drastiquement parce que ce ne sont pas des choses qui sont acceptables pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est très important de prendre ce sujet-là par le biais de l'information. Mathieu Ricard. Effectivement, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Donc, si c'est dissimulé, on sait bien que c'est à dessein. C'est probablement plus difficile de rentrer, disait quelqu'un, dans un abattoir comme ça, de but en blanc, si on est journaliste ou photographe ou autre chose, que d'entrer dans une centrale atomique. Et je me souviens d'un exemple, sur les murs d'un abattoir aux États-Unis, où on n'avait pas des scènes champêtres de vaches heureuses avec des petites fleurs et des enfants qui jouent, sur les murs d'un abattoir. Et comme disait, je crois, Tom Reagan, si les murs des abattoirs étaient faits de verre, on arrêterait presque tout de suite. Alors, certes, c'est un système très opaque, mais des journalistes ou des associations, et notamment L214, arrivent à rentrer dans ces abattoirs et à nous montrer la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on ferme un petit peu les yeux sur ce qui se passe? Quelque part, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Et en plus, ce manque d'honnêteté ou ce manque de prise de conscience peut-être est dangereux parce qu'en fait, il faut bien comprendre que tout le monde y perd. Tout le monde perd en fait dans la souffrance animale. Il y a aussi une manque de prise de conscience et il y a aussi le manque de connaissance sur le fait que tout le monde y perd. Bon, bien sûr, les animaux en premier, puisque c'est les victimes. Mais pas seulement ça, même si on est très anthropocentré, ben, le climat il perd bien sûr, parce que c'est une des causes les plus importantes d'émissions de gaz à effet de serre, toute la chaîne qui mène à l'élevage industriel. On avait estimé ça à 15% mondialement. Même si on s'intéresse qu'aux humains à tort, c'est quand même un facteur pour la pauvreté dans le monde, puisque les presque 800 millions de tonnes de soja, de maïs qui viennent des pays en voie de développement pour faire l'élevage industriel avec une usine de protéines à l'envers, hein, parce qu'il faut 10 kilos de protéines végétales qui peuvent nourrir 1 milliard de personnes pour faire seulement 1 kilo de viande. Donc, c'est complètement loufoque comme résultat au point de vue pour nourrir la planète. Donc, tout le monde y perd de A jusqu'à Z. Ce manque de compréhension, ce manque de connaissances peut-être, induit de nombreux clichés, et notamment le fait que manger de la viande est nécessaire à notre survie. On entend beaucoup le discours c'est la nature, c'est-à-dire que l'homme a toujours mangé de la viande et du poisson, on est fait pour ça, c'est la nature, c'est naturel. Alors,
Oui, c'est effectivement une forme de nature pour l'homme, qui est un animal omnivore, de consommer de la chair animale. Effectivement, il y a d'autres animaux omnivores, comme l'ours, comme le cochon, dans certaines situations. Pas dans les élevages intensifs, bizarrement, dans les élevages intensifs, le cochon est végétarien. Comme quoi, un omnivore peut être végétarien. Mais bon, voilà, le cochon, le singe, toutes ces espèces omnivores peuvent effectivement consommer aussi de la chair animale. Mais c'est pas la majorité de leur régime. C'est même très minoritaire dans les régimes de ces espèces-là. C'est souvent des choix alimentaires qui sont faits en cas d'extrême nécessité, quand la nourriture végétale n'est pas ou peu disponible. Mais ce sont surtout des espèces qui, à aucun moment, que ce soit les espèces omnivores ou les espèces carnivores, les prédateurs, qui à aucun moment ne vont mettre en danger leurs ressources dont ils dépendent. À aucun moment. La nature, c'est ça. La nature, c'est qu'il n'y a pas d'espèce à part la nôtre qui déstabilise l'écosystème au point d'affaiblir les espèces dont on dépend pour survivre. Effectivement, aujourd'hui dans le monde, il y a des hommes qui dépendent du poisson pour survivre, qui dépendent de la chasse pour survivre. C'est vrai. À Madagascar, il y a des villages de pêcheurs qui, sans la pêche, ne pourraient pas survivre. En Sibérie, où je suis allé, il y a des villages où il fait moins 70 degrés en hiver, où vous ne pouvez pas cultiver un radis, où il n'y a rien qui pousse, et où ils mangent du poulain depuis des siècles, parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent élever et qui leur permet de survivre. C'est vrai. Il ne faut pas le nier, c'est vrai. Mais dans nos sociétés, 1%. dans nos sociétés occidentales, en France aujourd'hui, dans nos sociétés riches, où toute la nourriture est accessible à profusion et avec une facilité déconcertante, il n'est pas nécessaire de manger de la viande et du poisson pour être en bonne santé et pour vivre très correctement. Ça, c'est un fantasme qui est entretenu par l'industrie, de faire croire aux gens que si on arrête de manger de la viande et du poisson, on va tomber malade. C'est faux. C'est faux en France. Voilà. Et je pense que c'est très important de préciser ça. Par exemple, sur la pêche, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle la pêche de subsistance, c'est-à-dire les gens qui vont pêcher le poisson pour le consommer eux-mêmes ou pour le consommer avec leur famille ou leur communauté, et les gens qui vont pêcher le poisson pour le vendre. Et il faut distinguer les deux choses. Il y a la pêche de subsistance, qui concerne une toute petite minorité du volume de poissons pêchés annuellement, évidemment. Pas important, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas une toute petite minorité. Et de l'autre côté, la pêche commerciale, qui est là pour faire du business, qui n'est pas du tout là pour subvenir aux besoins et à la survie d'une population, mais pour engranger des profits. Ça, je suis désolé, mais c'est l'inverse de la nature. C'est l'inverse de la nature. C'est même contre nature. On détruit des stocks, on détruit des espèces, on pousse des écosystèmes à l'effondrement pour répondre à des besoins qui ne sont pas vitaux, qui sont simplement des besoins de confort, et que je peux comprendre. Moi, mon papa est pêcheur. Mon papa est chasseur sous-marin. Il a toujours chassé du poisson. Donc, depuis tout petit, je mange du poisson. Bon, plus depuis 5 ans, parce que je suis végétarien, mais j'ai presque toute ma vie mangé du poisson. Donc, je peux comprendre, moi, l'argument de c'est bon. Oui, c'est super bon. Le fait de se faire plaisir, de passer de bons moments, de partager des repas qui sont aussi des lieux de sociabilité avec la famille, avec les amis, souvent dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de groupes d'amis, tourne autour effectivement de la viande, de poisson, le barbecue en été, le poisson grillé au bord de la mer à la plancha. C'est synonyme aussi de sociabilité. Et donc, je peux comprendre que cet argument soit recevable. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se priver de ces moments-là, bien qu'on puisse faire des barbecues avec des légumes, mais c'est un autre sujet. Mais donc, c'est vrai que c'est un plaisir et c'est vrai que ça peut être un argument. Mais il faut arrêter de mentir aux gens et de dire que c'est indispensable pour être en bonne santé. La plupart des études qui ont été menées d'ailleurs sur ces questions-là ont plutôt tendance à montrer l'inverse, c'est-à-dire à montrer que l'espérance de vie globale des végétariens et des véganes est supérieure à l'espérance de vie des gens qui ont un régime omnivore. Il y a des taux de cancer beaucoup plus faibles chez les végétariens, il y a des taux de diabète beaucoup plus faibles chez les végétariens, il y a des taux d'obésité beaucoup plus faibles chez les végétariens, etc., etc. Sur la consommation de produits laitiers, c'est la même chose. Et là, d'ailleurs, il suffit de revenir à la nature. Parce que moi, c'est ça que j'adore avec le discours de certains chasseurs et certains défenseurs de l'élevage industriel, c'est la nature, c'est comme ça. Ben justement, regardons la nature. Dans la nature, quelle autre espèce que l'être humain boit du lait à l'âge adulte? Aucune. Oui, il y a un peu du lait d'une autre espèce en plus. Aucune, ça n'existe pas. C'est-à-dire que effectivement, tous les mammifères du monde boivent du lait et ont besoin de lait pour survivre à la naissance. Jusqu'au sevrage, ils boivent le lait de leur mère en l'occurrence. Donc oui, l'être humain a besoin de lait. Dans les premiers mois de sa vie, il a besoin du lait de sa mère ou d'un lait de substitution si la mère ne souhaite pas allaiter. Ça, c'est vrai. Mais à partir du moment où on est sevré, à partir du moment où on est adulte, on n'a plus besoin de lait pour être en bonne santé. Et ça, il suffit de regarder la nature autour de nous pour le savoir. Et ça a même plutôt tendance à nous causer des problèmes de santé, tout ce qui est produits laitiers. Et quand on entend aussi qu'il faut manger beaucoup de viande et de poisson pour être fort, pour être costaud, il y a aussi
il y a aussi des liens à étudier entre la mise en valeur de la masculinité très forte, triomphante, et la consommation de viande. Moi, je me rappelle de ma grand-mère, paix à son âme, qui est décédée il y a à 100 ans, qui ne mangeait jamais de viande, ou quasiment jamais, qui mangeait très peu de poisson. Mais par contre, moi, son petit-fils, il fallait que j'en mange à tous les repas, parce qu'il fallait que je sois fort. Il fallait que je sois fort. Et pour être fort, mon fils, il faut manger de la viande. Elle disait pas la même chose à ma sœur. Elle disait pas la même chose à ma sœur. Et donc, il y a aussi ce lien-là à étudier et à prendre en perspective, le lien entre la valorisation de la force masculine et la consommation de produits animaux. Mais bon, je m'égare un peu. Ouais. Tout d'abord, si on regarde l'histoire, justement, longue histoire d'Homo sapiens, quand on dit on a toujours mangé beaucoup de viande, en fait, c'est complètement faux. 95% de notre histoire, on était à environ 90% d'origine végétarienne. Les chasseurs-cueilleurs, notamment, ils cueillaient beaucoup plus qu'ils chassaient. Et en plus, même souvent, leur alimentation animale, c'était plutôt des cadavres qu'ils trouvaient, etc. Le Néandertal mangeait beaucoup de viande, mais c'est quand même, c'est un peu une exception. Donc, c'est pas du tout vrai qu'on a toujours mangé beaucoup de viande. Et alors, justement, cette désinformation que si vous n'avez pas de viande, vous n'avez pas assez d'acides aminés essentiels, gna et tous les trucs. Il y a une étude de la FAO qui a évalué la teneur en protéines des 100 aliments les plus utilisés dans le monde. Et bizarrement, la première viande vient en 13e position. C'est la viande de porc avec 22% de protéines. Et vous avez le tofu qui est à 38%, la levure 45%, même les lentilles, comme tu disais, 28%. Après, vous avez le premier poisson, le thon, c'est 18%. Les œufs, ça tombe à 13% et le lait à 8%. Donc, c'est tout du baratin. L'histoire des acides aminés essentiels, il faut les 13 acides aminés. Tout ce que nous ressort de l'industrie alimentaire et les recommandations, blablabla, depuis des années, c'est basé sur une étude faite sur des rats dans les années 30. Et en fait, si on mange vegan ou végétarien suffisamment pour qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas faim du matin au soir, nous avons tous les acides aminés essentiels. Donc tout ça, c'est complètement du baratin. Je trouve aussi ce que tu as dit, Hugo, sur la notion de plaisir, le fait de... c'est extrêmement culturel, en fait, parce que ce qui nous fait plaisir, c'est d'être ensemble, effectivement, autour d'un barbecue et tout ça. Et c'est aussi un peu comme tu vas être fort parce que tu manges de la viande et tout ça. C'est notre manque d'imagination de se dire je peux consommer autrement. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle jamais. C'est la souffrance des employés, des personnes qui travaillent dans les abattoirs ou dans les élevages industriels. Donc non seulement c'est un immense mal-être du côté des animaux, mais du côté des humains qui y travaillent, c'est un immense mal-être également. Le développement de l'élevage intensif s'est accompagné de destruction d'emplois dans le domaine de l'élevage. Ah bon, en plus. Plus les élevages sont gros en termes de production d'animaux, moins la main-d'œuvre engagée par animal est importante. Il y a besoin de plus de main-d'œuvre dans un élevage plein air pour un nombre d'animaux similaire à un élevage intensif. Des élevages qui ont des dizaines de milliers de poules, vous avez quelques employés, très peu. Donc le nombre d'emplois détruits par l'élevage intensif est beaucoup plus important que le nombre d'emplois qu'il a créés. Sur l'élevage porcin, par exemple, en une cinquantaine d'années, vous avez eu un basculement, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup moins d'exploitations porcines, beaucoup moins de gens qui travaillent dans ces exploitations porcines. En revanche, vous avez beaucoup plus de porcs. Parce que voilà, les animaux sont tellement concentrés qu'il y a besoin de peu d'employés pour s'en occuper. Donc ça aussi, c'est un autre fantasme qu'il faut déconstruire. L'élevage intensif est l'ennemi de l'emploi pour les éleveurs. Plus vous avez d'élevage intensif, moins vous avez de travail dans l'élevage. Plus les exploitations sont artisanales de petite taille et donc nombreuses, plus il y a d'emplois. Et c'est important aussi de préciser que la souffrance animale dans les élevages intensifs s'accompagne de souffrance humaine. Et dans les abattoirs, les deux sont liés. Les deux sont liés. Je pense qu'un des métiers les plus difficiles du monde aujourd'hui, dans le monde moderne, le nôtre en France, c'est ouvrier d'abattoir. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai beaucoup parlé avec les ouvriers d'abattoir de longues heures qui m'ont raconté leur quotidien, qui m'ont raconté des souffrances généralisées à la fois physiques, parce que c'est un peu le dernier travail à la chaîne qui n'est quasiment pas mécanisé dans les abattoirs. C'est-à-dire que dans les usines automobiles, c'est les robots maintenant qui assemblent les voitures et puis les employés sont chargés de vérifier que les robots travaillent bien. Dans les abattoirs, ce n'est pas des robots qui tuent les animaux, c'est des humains. À chaque poste, c'est un humain qui coupe la tête, qui tranche la gorge, qui assomme, qui coupe les pattes, cornes, etc. Et
et la violence et la difficulté de ce travail est sans commune mesure avec les autres métiers qui existent aujourd'hui. Et donc, ce sont des gens qui souffrent systématiquement de maladies d'articulation, de chocs traumatiques, de plaies. Et ce sont aussi des gens qui souffrent de problèmes psychologiques très élevés. Il y a un taux d'alcoolisme, un taux d'addiction à la drogue dans les abattoirs qui est beaucoup plus élevé que dans le reste des emplois. Et les gens qui sortent des abattoirs et qui nous racontent, notamment un garçon qui s'appelle Mauricio, qui a travaillé 6 ans dans un abattoir à Limoges, il nous raconte, Mauricio, comment ça l'a détruit, comment ça l'a rendu violent, comment ça l'a rendu accro à la cocaïne, de la cocaïne qu'ils arrivent à se procurer pour pas très cher et qui s'envoient entre collègues pendant les pauses pour tenir jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la rotation. Vous êtes, pardon pour les termes, hein, toute la journée dans la merde, dans le sang, dans les cris, dans le stress, dans la mort. Voilà, c'est un métier où vous baignez dans la mort de 4 heures du matin à midi et demi tous les jours et où vous devez tuer une vache par minute. Voilà, donc c'est des gens qui souffrent aussi. Lutter contre l'élevage intensif, c'est lutter pour les humains aussi, pour les humains qui souffrent de ce système-là. Et les éleveurs ne gagnent pas avec l'élevage intensif. C'est un des métiers où il y a le taux de suicide le plus élevé. C'est des gens qui sont pris à la gorge, qui sont endettés, à qui on demande de produire toujours plus pour toujours moins. On fixe des prix au rabais. Ils sont obligés de travailler 80 heures par semaine pour même pas sortir un SMIC. Donc l'élevage intensif ne profite à personne. Il fait souffrir des animaux, il fait souffrir des humains et il produit de la nourriture de mauvaise qualité qui provoque des problèmes de santé. Les seuls qui s'en mettent plein les poches avec ce système-là, c'est l'agro-industrie, c'est les gens qui prennent leur marge dessus et qui sont écoutés encore aujourd'hui par les responsables politiques pour perpétuer ce système. Donc, tout le monde a intérêt à lutter contre l'élevage intensif, même les éleveurs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'éleveurs artisanaux. Moi, j'ai rencontré notamment un monsieur qui s'appelle Stéphane Dinard, qui fait du porc en plein air en Aquitaine, en Dordogne, et qui est dans l'illégalité d'ailleurs, parce qu'il abat lui-même ses cochons, parce qu'il ne veut pas les envoyer dans les abattoirs. Il dit, moi, je les ai élevés toute ma vie, toute leur vie sous des chênes en plein air, ça serait les trahir que de les mettre dans une bétaillère et les envoyer se faire tuer dans des usines où tous les autres animaux issus d'élevage intensif sont tués. Donc il les tue lui-même au fusil, il leur met une balle dans la tête quand il estime qu'il faut les commercialiser. Voilà. Mais c'est illégal aujourd'hui. Les éleveurs n'ont pas le droit d'abattre leurs animaux eux-mêmes. On n'a pas le droit d'abattre ses cochons, on n'a pas le droit d'abattre ses vaches. Et donc, ils risquent des procès, ils risquent des amendes parce qu'ils refusent l'industrialisation de la mort de ces animaux. Et bien, les gens comme Stéphane Dinard, alors après, on est d'accord ou pas avec le fait de manger de la viande, ça c'est un autre débat. Mais les gens comme Stéphane Dinard, ils en ont aussi ras-le-bol de se voir représentés dans les médias par la FNSEA, par les gens qui défendent les exploitations intensives et par les politiques qui laissent penser que c'est la seule manière d'élever les animaux. Mais c'est faux, c'est faux. Il y a des milliers de gens qui refusent l'élevage intensif. Alors en nombre d'animaux, ils ne représentent rien. C'est 1%, 2%, c'est microscopique. En tout cas, dans le porcin et la volaille, c'est microscopique, mais ça existe. Donc il ne faut pas non plus faire comme s'il n'existait pas et faire comme si ces gens-là approuvaient l'élevage intensif. Il y a beaucoup d'éleveurs qui rejettent l'élevage intensif. Il y a aussi quelque chose de très étonnant. C'est le décalage finalement entre l'opinion publique et les mesures, l'opinion politique. On a l'impression que l'univers politique est totalement déconnecté de ce qui se passe vraiment. Alors, et c'est là où on voit le décalage entre finalement les hommes politiques et les citoyens, mais on ne comprend pas très bien pourquoi, parce qu'ils ont quand même certains ont été élus récemment, notamment ils n'étaient souvent pas des professionnels de la politique dans le dernier gouvernement en tout cas, des gens qui se sont présentés parce qu'ils étaient enthousiastes. Et c'est le décalage entre l'opinion publique et la tiédeur ou même la résistance des hommes politiques. Et c'est dans tous les domaines, que ce soit la corrida, que ce soit la chasse. Il y a 80% des Français qui ont peur de se faire tirer dessus en se promenant dans les bois. Il y a 20 millions de promeneurs pour 1 million de chasseurs. Donc, ils sont terrorisés par une personne sur 20. Pour l'élevage industriel, je crois que ce n'est pas 80%. Et je crois simplement, une des raisons, c'est que les 20 millions de promeneurs, ils ne sont pas organisés en lobby efficace. Ils ne vont pas immédiatement embêter le député, le maire. Ils sont mécontents et contrariés et frustrés, mais il n'y a pas une organisation aussi formidable, une machine aussi formidablement efficace que le lobby des chasseurs, par exemple. Et il y a des choses absolument aberrantes. Là, récemment, j'ai lu le livre de Pierre Rigaud, Pas de fusil dans la nature. Je ne savais même pas qu'il y avait, pourtant j'avais lu un autre, celui de Marc Giraud, qui était très bien, il y a 1000 enclos de chasse en France. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'un enclos de chasse.
Et un enclos de chasse, ça peut être 10 hectares, 100 hectares. Il suffit qu'une petite baraque au milieu. On peut chasser toute l'année. Donc, c'est enclos. Et l'État n'a pas le droit de rentrer. Ils peuvent tout au mieux vérifier si les gens ont des permis de chasse à l'entrée et à la sortie. Et dedans, vous avez des cerfs de Pologne, des mouflons qui viennent d'Afrique du Nord. Vous payez un tarif pour un très beau cerf, ça peut être 4 000 €. Et puis, ils sont confinés, donc vous pouvez tirer où vous voulez. Et ça a un succès fou. Il y a des dizaines de milliers, enfin, je ne sais pas combien il y en a, j'ai oublié, je ne veux pas dire des bêtises, mais enfin, c'est énorme. Et tout ça se passe, il y a des choses qui sont illégales, comme on fait déchiqueter des sangliers par des meutes de chiens. Normalement, c'est illégal, mais comme les portants de la loi ne peuvent pas rentrer. Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. L'échelle est beaucoup moins grave que l'élevage industriel et les autres choses. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est fonctionner comme des lobbies, qu'on se rassemble tous pour avoir une voix, pour avoir une force de persuasion. En dehors de ça, finalement, la question essentielle, c'est un peu quelle attitude adopter pour faire changer les mentalités. Donc moi, je pense qu'il faut être dans une démarche très bienveillante et très ouverte. Il faut encourager toutes les personnes qui vont dans le bon sens, que ce soit des gens qui réduisent leur consommation de viande, un peu, beaucoup, énormément. Le fait de réduire sa consommation de viande et de poisson, c'est déjà très bien, c'est déjà une bonne chose, et il faut encourager ces gens-là. Il ne faut pas chercher chez les autres ce qu'il ne fait pas assez bien ou pas assez vite, parce qu'en culpabilisant ou en étant trop agressif, on peut décourager certaines personnes de s'engager et de modifier leur comportement alimentaire. Moi, je sais que quand je suis devenu végétarien, si on était venu me voir en me disant t'es un salaud, tu tues les animaux, t'es un criminel, j'aurais probablement été un peu buté, je me serais un peu fermé et j'aurais eu tendance à me défendre et à être dans un réflexe de défense parce que je me serais senti attaqué. Donc, moi, je prêche vraiment la bienveillance, et c'est pas Mathieu qui va me contredire, c'est-à-dire d'encourager, ni Brigitte d'ailleurs, d'encourager chaque bonne action, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'ampleur de cette bonne action. Si certains se sentent de devenir vegan, très bien, bravo. Si certains veulent devenir végétariens, très bien, bravo. Si certains veulent seulement arrêter le poisson et pas la viande, très bien, bravo. L'inverse, très bien, bravo. Réduire un peu, très bien, bravo. Voilà, encourageons-nous collectivement, allons tous ensemble dans le bon sens et chacun à son rythme. Voilà, et ne nous fixons pas d'objectifs inatteignables aussi, parce que moi, c'est ce que beaucoup, les gens, quand je les rencontre, ils me demandent qu'est-ce que j'aimerais arrêter complètement, mais j'y arrive pas. Moi, je réponds, déjà, réduis, ne te fixe pas des objectifs inatteignables parce que sinon, ça va générer de la frustration et de la frustration, rien de bon ne peut sortir. Tu vas tenir 2-3 mois en étant végétarien, tu vas reprendre à fond après. Donc, chacun son rythme et soyons bienveillants. Voilà. Et accompagnons aussi. Effectivement, il faut accompagner les éleveurs dans la transition. Il ne faut pas les laisser dans la merde avec leurs dettes, avec leurs centaines de milliers d'euros de crédit sur le dos. Il ne faut pas les laisser crever la gueule ouverte sans être soutenus par les pouvoirs publics, par l'industrie agroalimentaire, qui a sa responsabilité aussi. On nous dit souvent, mais qu'est-ce que vous dites aux éleveurs qui vont se retrouver au chômage si on ferme les élevages intensifs? Moi, j'ai envie de répondre, allez demander qu'est-ce que l'industrie agroalimentaire compte faire pour les aider. Parce que c'est cette industrie qui a mis les éleveurs dans ce système dont ils n'arrivent pas à se sortir aujourd'hui. C'est cette industrie qui a dit aux éleveurs, construisez toujours plus grand, achetez toujours plus de machines, élevez toujours plus d'animaux, et vous verrez, ça va être mieux. Ben non, c'est pas mieux. Et on le voit aujourd'hui. Non, c'est pas mieux. Il y a toujours plus de suicides, il y a toujours plus de faillites, il y a toujours plus de familles qui éclatent à cause de ce système-là. Donc il faut aussi mettre les responsables face à leurs responsabilités. Et ces énormes géants de l'agro-industrie qui ont fait des marges indécentes pendant des décennies sur le dos des éleveurs et des consommateurs, je pense qu'ils peuvent aujourd'hui aussi participer à cette transition, à rendre un peu la monnaie de la pièce aux éleveurs et les aider à aller vers des productions plus responsables. Et c'est tous ensemble, tout ensemble, qu'on arrivera à faire changer ça. Et en plus de la carte bleue, il y a aussi le bulletin de vote, il y a aussi la pression qu'on peut mettre en tant que citoyen, en tant qu'électeur, sur nos responsables politiques, d'aller voir nos députés, nos sénateurs, nos maires, nos élus pour leur dire la cause animale, ça compte pour moi. La cause animale, ça compte pour ma famille, ça compte pour mes amis. On est beaucoup à estimer que c'est un sujet important. Et si vous ne le prenez pas en compte, on saura ce qu'il faut faire. C'est aussi ça, c'est aussi comme ça qu'on arrivera à obtenir des avancées parce que le lobby de la chasse à courre, le lobby de l'élevage intensif, ils le font et ils ne se gênent pas pour le faire, d'aller voir les hommes politiques pour leur dire si vous faites quelque chose contre nous, on vous le fera payer. Et je pense qu'il faut qu'on fasse pareil, en étant bienveillant, pas en étant dans la menace, pas en menaçant de je ne sais quoi, en étant agressif, juste en disant ça compte pour nous cette cause animale, prenez-le en compte.
effectivement, continuer d'avancer dans la bienveillance, proposer des actions. Alors, c'est ce qu'on fait avec L214. Vous avez une lettre d'info formidable, fabuleuse, où on vous propose tout un tas d'actions à faire effectivement vers les politiques, mais vers les entreprises aussi. On a les actions express. Vous avez le site Vegan Pratique. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vegan Pratique, il y a plus de 500 recettes dessus, donc n'hésitez pas. Du plaisir, on va en prendre encore en mangeant et en mangeant autrement. Notre modèle alimentaire, il doit évoluer. Comme tu le dis, Hugo, il faut encourager chaque pas qui est fait dans le bon sens. Et justement, les pas, on peut aller jusqu'où on veut. Nutritionnellement, on peut aller vraiment jusqu'à ne plus utiliser d'animaux dans notre consommation quotidienne. Et donc, il y a plein d'informations aujourd'hui. Internet est quand même regorge de recettes, de conseils là-dessus. Voilà, avec L214, on a développé Vegan Pratique, mais il y a aussi d'autres associations qui proposent leurs propres choses. C'est qu'effectivement, si on est émerveillé devant la beauté de la nature, la part sauvage du monde, si on est émerveillé quand même devant les animaux, parce que c'est vrai qu'il y a la biophilie, c'est qu'on a une affinité naturelle aux autres formes de vie, aux autres espèces. On voit la sympathie justement pour ces animaux qui se sont échappés. C'est tout à fait naturel. Et donc, cet émerveillement, finalement, quand on est émerveillé par quelque chose, on ne va pas le détruire, on va le respecter. Si on le respecte, on est concerné par son sort. Si on est concerné par son sort, on va agir. L'épisode va toucher à sa fin. Donc, comme nous l'avons vu, le bien-être animal est encore trop peu considéré. Certains éléments ne facilitent pas une prise de conscience et un passage à l'action. Par exemple, notre système d'élevage et d'abattage ne permet pas de vraiment appréhender le bien-être, ou plutôt dans ce cas-là le mal-être des animaux. Cependant, des progrès ont été faits et désormais certains journalistes ou associations parviennent à nous montrer l'intérieur de ce système. Malgré cela, nous voyons que beaucoup d'entre nous refusent encore de voir la réalité. Par ailleurs, nous avons souvent des clichés, par exemple, comme nous l'avons évoqué, la viande et le fait qu'elle nous est nécessaire, ce qui est faux. Certains sujets sont complètement mis de côté, comme les atroces conditions de travail et la souffrance des employés, des élevages et surtout des abattoirs. Pas mal d'obstacles qui font que malheureusement, pour l'instant, le bien-être animal n'est pas encore suffisamment au cœur des préoccupations. Donc comment faire pour justement qu'il le devienne? Eh bien, il faut que l'on agisse tous ensemble, que l'on fasse des groupes de pression, comme des lobbies, pour pouvoir influencer les décisions de l'État. C'est comme cela que l'on pourra, par exemple, mettre fin à l'élevage intensif, aux techniques actuelles des abattoirs. L'idée est d'agir avec bienveillance. L'épisode se termine ici. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Karuna Setchen ou sur les actions menées par l'ONG, consultez notre site internet dont le lien s'affiche dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode et nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine pour le 6e épisode sur le bien-être. Très bonne semaine et à la prochaine.